Bon, je vais encore une fois parler de dollars en tant qu'une monnaie de réserve. Voilà. Et c'est un peu mon sujet de prédilection. La première fois j'en ai parlé, ça fait à peu près 1 an. Déjà à l'époque, je dis que vous allez voir, les dollars, ça lui reste, allez, 2 ans à vivre. Voilà. Oui, ils n'étaient pas nombreux à dire ça. Enfin, à l'époque, on disait que oui, dollars, ça va, on va dire, peut-être disparaître, mais allez, 15, 20 ans. Pas plus vite que ça. Oui, parce que quand même, c'est Shishimon, vous voyez, le dollar, c'est tout puissant, et puis on peut pas s'en passer sans. Ah, c'est quand même une monnaie de réserve. Et même à l'époque, je dis que, vous voyez, je serais une personne venue du futur, comme ça, pour vous dire, je vous préviens ce qui va se passer, personne n'allait me croire. Voilà. Donc oui, déjà, ça fait 1 an. Et il y a 1 an, il n'y avait pas de Trump. Non, 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 non. Avec Trump, on va dire, ça va peut-être précipiter les choses, mais ça va pas les améliorer. Parce que, je veux dire, c'est systémique, voilà. C'est même pas la faute à Trump, non, non, Trump, je veux dire, c'est un instrument, voilà. Mais le dollar, de toute façon, en tant qu'une monnaie de réserve, ça va disparaître, ça peut pas faire autrement. Puisqu'on est arrivé au plafond du plafond du plafond, comprenez? Voilà. Si, il y a peut-être encore une solution, mais bon, on va essayer de l'éviter. Et vous savez qu'on a déjà vécu ça, dire une monnaie de réserve, ouais, qui est disparue et qu'il y a une autre qui est arrivée à la place. Voilà. Avant, c'était Fonte sterling. Voilà. Oui, c'était une vraie monnaie de réserve. Et c'était, je dirais, c'était utilisé partout. C'est devenu un empire tellement énorme que ça avait une côte partout, partout, partout. Et les Fonte sterling. Voilà. Et comme c'était pas très pratique, vous voyez, de vous balader avec des pièces d'or, ils ont inventé le billet imprimé, voilà. Oui, c'est les Anglais qui l'ont inventé. C'est une banque anglaise. Ils ont dit que c'était plus simple. Hein. Vous avez donc un billet imprimé et n'importe quelle banque, vous pouvez l'échanger contre or. Voilà. C'était, je crois, au milieu du XVIIe siècle. Voilà. Et oui, c'est vrai, parce que comme les colonies étaient partout, c'était un peu partout chez eux. Voilà. Vous prenez votre billet, vous arrivez quelque part et vous le changez. Mais bon, comme c'était plus simple, on va dire, de se balader avec des billets qu'avec des pièces d'or, ben, et comme c'était reconnu un peu partout, ben, c'était pas la peine. Là. Ce qui fait que la probabilité que tout le monde arrive comme ça à dire oui, je vais récupérer mon pognon était tellement, on va dire, faible que les petits coquins commençaient à en imprimer un peu plus. Voilà. Oui, c'est eux qui ont imprimé, je veux dire, le premier argent, je dis, qui correspondait à rien. Voilà. C'est pas les Américains qui l'ont inventé. Non, 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 c'est les Britanniques. Voilà. Pas, pas vraiment britannique, parce que, on va dire, en Grande-Bretagne, ils avaient, on va dire, d'autres personnes qui étaient très malins. Voilà. Qui ont inventé donc le banque. Avant, c'était des prêteurs de gages, et puis après, donc, c'est devenu un métier noble, vous voyez. Voilà. Notamment, il y avait une famille très connue là-dessus, voilà, qui a un petit peu, je dirais, recouvert toute l'Europe, et qui commençait justement à inventer des crédits, voilà. Pas des prêts sur gage, mais des crédits, voilà. Pour relancer, on va dire, l'économie. Voilà. Parce que la première économie, l'industrialisation, c'était donc aussi en la Grande-Bretagne, voilà. Mais c'est pas vraiment là-dessous qu'ils ont fait des fortunes. Non, non. C'était avec les guerres. Voilà. Vous savez que la guerre de Napoléon, elle était financée par la Banque britannique. Voilà. Parce que quand, on va dire, Napoléon est arrivé au pouvoir, les caisses de l'État étaient vides. Voilà. Il n'y avait pas un rond. Oui, qu'on a coupé la tête au roi, mais la dette, on l'a gardée. Voilà. Et vous prenez tout l'or dans l'État français. Donc à l'époque, vous ne pouvez pas recouvrir la moitié de la dette. Voilà. Alors on a essayé de trouver des petites astuces, comme les assignats. Voilà, ben, ça a clapoté aussi. Donc, ça fait qu'en plus, avec les assignats, on a totalement mis à mal donc l'industrie française. Donc, vous voyez. Donc on arrive à, je dis, à l'époque, on n'avait plus rien du tout. Et une dette énorme. Voilà. Donc les guerres de Napoléon pour rembourser la dette, normal. Mais comment vous faites une guerre si vous avez plus déjà un rond, hein? Ben, c'est très simple, vous l'empruntez. Et comme par hasard, vous l'empruntez à ceux-mêmes qui ont la dette à la base. Voilà. Ils vous disent, tiens, je vous prête du pognon, tu me fais une guerre, tu rembourses la première dette, tu rembourses la seconde dette, et puis après, voilà. Hein, voilà. Les guerres de Napoléon, c'était ça. Le concurrent, vous voyez, comme dit notre Mimi, là, démocratiquement élu, là, qui se prend pour un Napoléon. Eh ben, écoutez, je suis désolé, hein. La dette, on va dire, de l'État français, oui, elle peut faire de Napoléon de notre Marcon, là, démocratiquement élu. Tout à fait. Ah. C'est-à-dire à peu près la même situation. Oui, oui, oui. Donc, la Grande-Bretagne, enfin, les mecs qui étaient donc, c'est-à-dire positionnants en Grande-Bretagne, qui ont réussi quand même, à l'intérieur de Grande-Bretagne, de former un petit État, comme ça, qui s'appelle la City, qui est totalement indépendant, et qui possède, comment dire, beaucoup de choses. Voilà.
Oui, je vous dis encore une fois, la Grande-Bretagne, pendant 500 ans, c'était tout chez eux, partout. Sauf qu'à un moment donné, vous voyez, donc, ça commençait un petit peu clapoter tout ça. En plus, il y avait donc des guerres, surtout donc il y avait le grand empire germanique qui est apparu, voilà, avec les partages de territoires, il commençait aussi à s'approprier des colonies, tout ça, voilà. Donc il fallait un tout petit peu, comment dire, les remettre hein, sans trop prendre de risques. Alors du coup, les gens qui étaient donc là-bas en Grande-Bretagne, ils se sont dit, tiens, on a qui donc déménagé dans un état un peu plus loin, on se sent un peu plus en sécurité et qui tant qu'à faire parlent la même langue que nous. Voilà. Ils sont allés aux États-Unis. Et ils ont créé la réserve fédérale en 1912. Voilà. C'est d'ailleurs à cette époque-là aussi qu'ils ont créé l'association de sionistes, genre oui, il nous faut en état un jour, vous voyez. C'était à peu près aux mêmes périodes. Enfin bon, on va dire que ça n'a rien à voir, d'accord? Je ne vais pas me perdre. Donc, on est toujours à la Fed. La Fed était créée en 1912 par un petit groupe de gens qui avaient à peu près les mêmes intérêts, genre devenir les maîtres du monde. Ils se sont dit, tiens, on a donc organisé une banque là-bas et essayer de vendre l'idée aux Américains en disant, regardez, nous, on sait gérer les choses, donc nous, on va faire une banque privée qui va donc vous imprimer autant de dollars que vous voulez et vous allez nous défendre, voilà, aussi bien par votre Amérique que par votre juridiction. Voilà. Oui, donc, la Fed, c'est une banque totalement privée que les Américains défendent, mais auquel donc ils n'obéissent pas. Oui, vous pouvez pas faire une audit de la Banque fédérale tout comme ça. Voilà. Trump dit tiens, je vais faire une audit. Vous ne pouvez pas. Voilà. La législation américaine laisse la Fed agir comme elle veut. Ils n'ont pas de compte à rendre. Ils peuvent en prêter tout l'argent qu'ils veulent. Ils peuvent le prêter à qui ils veulent. Ils n'ont pas à dire ce qu'ils font. Voilà. On ne sait même pas combien il y a réellement d'argent dans le monde. Vous voyez, tellement ils sont, on va dire, libres et autonomes. Souverains, eux, en tout cas. Si on peut parler d'une souveraineté d'une banque privée qui possède de l'argent du monde. Voilà. Et non, mais ça a été fait pour un peu la Première Guerre mondiale. Voilà. 2 ans avant. On crée 2 ans avant la réserve fédérale là-bas. On crée donc une petite guerre mondiale, la première en Europe. Yippie, tralala. Vous voyez, les Grands-Bretagne, ils s'en sortent bien. Et les Allemands, pouf, pouf, pouf. Hein. Ils rebaissent un tout petit peu, comment dire, leurs espoirs. Voilà. Et là, figurez-vous que là-bas, il y en a qui sont pas contents. Il y en a qui disent, hein, genre, ouais, ben, on aimerait bien récupérer notre monnaie, vous voyez. Alors, mais comment faire? Alors, il faut, on va dire, trouver une solution, voilà. Donc, plus passer à l'industrie, vous voyez, donc tout ça. Alors, du coup, ils préparent une seconde guerre. Sauf que je dis, si vous voulez préparer une seconde guerre, vous avez toujours besoin de banquiers. Voilà. Toujours, 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 c'est comme ça. Et c'est toujours avec un pays où il n'y a plus un rond. Voilà. L'état financier de l'Allemagne, je veux dire, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'était à peu près aussi florissant que la France, juste avant les guerres de Napoléon. C'était pareil. Donc, ils étaient obligés d'emprunter pour un tout petit peu relancer leur économie. Et pour rembourser, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient faire des guerres. C'est comme ça. Le Troisième Reich, ils ne pouvaient pas ne pas faire d'une guerre. Il fallait rembourser les crédits. Voilà. Mais là, c'était un petit peu, je dis pas les mêmes. Donc, c'est les gens là-bas qui voulaient reprendre les pouvoirs. Voilà. Oui, plus industriel que des banquiers. Voilà. Bon, ça clapossait un peu. Hein. On connaît les résultats. Enfin, pendant quelques temps, quand même, l'industrie là-bas, ils s'en est bien sortis. Voilà. Parce que comme ils ont éliminé toute l'industrie en Europe, il fallait recommencer à construire tout ça. Donc, ça marchait pendant quelques temps. Mais bon, la Fed, elle est quand même toujours restée une boîte privée. Et ils commençaient, ils continuaient toujours à imprimer plein d'argent en se disant que si un jour tout le monde demande de l'or, comme ça, en échange de nos dollars, peut-être pas possible. Voilà. Et à un moment donné, il y a un type, donc Charles de Gaulle, qui se dit, oups, ça me paraît un peu louche. Et il a dit, tiens, je vais prendre tous mes dollars, mettre dans un bateau, envoyer là-bas et récupérer tout mon art. Et il y en a d'autres qui ont voulu faire pareil. Et là, les Américains, ils ont dit, non, on arrête là, d'accord? Il y en a déjà un, ça suffit. D'ailleurs, il a bien payé pour ça. La révolution de 68, plein là dans les dents. Et les autres, ils ont dit, on suspend provisoirement l'échange de dollars contre l'or. Et tout ce qui est provisoire, ça reste définitif. Donc, en 71, allez, hop, on vous colle les pétrodollars. Voilà. Les pétrodollars, c'est une façon, on va dire, légale, d'accord, blanchir le surplus de dollars. Voilà. On imprime toujours le dollar, mais là, on dit, on n'échange plus contre l'or, mais en revanche, on vous oblige tous à acheter des dollars. Parce que si vous voulez acheter du pétrole, vous devez avoir des dollars. Et puis, par la suite, tous les restes. Oui, parce que, ouais, par exemple,
Si moi, je suis une banque qui possède plein de dollars, youpi, hein, et si ma main droite et ma main gauche, hein, ils vont faire un commerce entre eux, voilà, ils sont obligés d'avoir des dollars parce qu'ils ne peuvent pas commercialiser avec autre chose. Donc, du coup, ma main droite, hein, elle est obligée, on va dire, me vendre plein de trucs pour récupérer les dollars, que j'imprime, ça va de ça. Et l'autre, pareil, voilà. Donc, une fois qu'ils ont plein de dollars, ils peuvent faire du commerce entre eux. Voilà. Et moi, du coup, j'ai des trucs limite gratuits. Enfin, limite gratuits, c'est-à-dire que moi, mes dollars que j'imprime, je les prête aux Américains. Voilà, ça va de ça. Parce que je vous rappelle encore une fois que la Fed, c'est privé. Voilà. Voilà. Sauf qu'à un moment, on arrive aussi à limite. Parce que les dollars, ils correspondent aux échanges dans le monde. Voilà. Il ne peut pas en donner plus parce que c'est comment dire, le monde, vous voyez, il est limité. On peut pas dans un monde limité d'avoir une croissance illimitée, c'est pas possible. Donc du coup, il faut trouver une autre astuce. Voilà. D'autant plus que, vous voyez, déjà dans cette série-là, déjà ça commence un tout petit peu barder parce que, vous voyez, les Américains, s'ils veulent toujours acheter des trucs, parce que c'est ça le principe, il faut qu'ils achètent plein de trucs, d'accord, parce que les autres, ils ont besoin de dollars. Du coup, ils achètent plein de trucs, du coup, ils s'évitent de l'industrie parce qu'ils en ont moins besoin. Voilà. Donc, ce qui fait que si vous voulez avoir une monnaie de réserve, d'accord, qui est donc la vôtre, vous êtes obligé d'être en déficit commercial constamment. Voilà. Plus vous imprimez de l'argent, plus vous devez les fournir à tout le monde, hein, sinon ça marche pas, et plus tout le monde commercialise avec, plus vous êtes en déficit. Voilà. Donc, encore une fois, je veux dire, les Américains, s'ils veulent relancer l'industrie, ils doivent faire, je veux dire, disparaître la Fed parce que le principe même d'une monnaie de réserve fait que vous êtes en déficit, d'accord? Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive donc à un moment donné où on est limité quand même parce que voilà, les trucs qu'on peut vendre et acheter par rapport aux gens qui possèdent de l'argent, on est au plafond. Alors, on crée la Fed et donc, pas la Fed, mais dire la FMI et donc la dette africaine pour commencer, voilà. Oui, les Africains, d'un seul coup, on trouve qu'ils sont hyper pauvres, donc du coup, on leur prête plein d'argent, on empêche absolument tout développement, parce que, quand même pas qu'ils remboursent, hein, et du coup, on peut tout prendre ce qu'on veut chez eux, on leur filons du pognon, qu'on imprime toujours, je rappelle, d'accord? Sauf que là aussi, on arrive au plafond, parce qu'ils sont gentils, les Africains, mais ils restent quand même toujours pauvres, voilà. Alors, il faut trouver un autre moyen, vous voyez, pour blanchir du pognon. Alors donc là, pareil, les crédits, on trouve d'autres astuces. Hein. Les crédits de consommation. Ouais, moi et ma carte Cofinaga, un après-midi à la Forfouillette, génial. C'était dans les années 90. Là, le crédit de consommation, ça allait à tout va. Voilà, c'était formidable. On avait c'est des crédits de mobilier, oui. Dans ce coup, il fallait que tout le monde devienne propriétaire. Tout le monde, voilà. Ça, c'était bien parce que, vous voyez, on passe à l'époque où l'argent devient dématérialisé. Voilà. Par exemple, si je suis une banque et j'ai un sac d'or, d'accord? J'ai quelqu'un qui vient qui me dit, tiens, tu peux me prêter ton sac d'or, je vais acheter un truc. Je le prête, mais je l'ai plus. En revanche, si l'argent est dématérialisé, juste une petite ligne hein, à la banque, comme ça, je peux le prêter à l'un, à l'autre, ainsi de suite. Je peux le prêter 10 fois. Je me dis toujours, s'il y en a 8 qui me rendent, les 2 autres, je m'en fiche un peu. Bon, je vais quand même récupérer leurs biens par principe, mais vous voyez, parce que l'argent que je prête, je ne le possède pas. Moi, l'argent, une fois qu'il est prêté, il rentre dans l'économie. Ça fait comme si j'en prêtais à imprimer de l'argent, vous voyez. J'en prête et j'imprime. Entre guillemets, je veux dire, je les fabrique. Voilà. Je les fabrique à travers la dette. La dette de mobilier ou de consommation ou de quoi d'autre. Voilà. Ça marche bien. Ça marche tellement bien que je commence à en prêter à tout le monde. Ben, ça commence à se voir un peu parce que ça commence à me dire chauffer. Alors du coup, je me dis, tiens, je ne on va dire, pour cacher tous ces emprunts que je fais, donc je les mets dans un sac, voilà, je les mets un petit nœud et je les balance sur le marché, je les évacue. Voilà. Ça veut dire que je prête de l'argent, je fabrique après avec ces emprunts, donc on va dire des produits financiers et je les balance sur le marché. Voilà, tchouk, 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 tchouk. Forcément, ça explose. Oui, forcément. À un moment donné, c'est pas possible. Voilà. Et quand ça explose, ben, ça provoque une énorme crise. Déjà, les crises immobilières. Et les banques, bah oui, les banques, à un moment donné, ils se retrouvent sans argent parce que l'argent, ils n'avaient pas à la base. Voilà, ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas prêté de l'argent qu'ils n'avaient pas. Mais cet argent-là, il existe. Donc, il faut à un moment donné le rentrer dans les banques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on l'imprime. Voilà. On imprime de dollars, on comble, on va dire, des banques, et on cherche à qui est-ce qu'on peut le surplus. Voilà. Alors, on crée les dettes d'État. Voilà. En Europe, tant qu'à faire. Hein. Il faut trouver des États qui peuvent rembourser, vous voyez. Donc, on commence petit, par la Grèce, et après, on monte. Voilà. On commence par petit, vous voyez. Donc, on dit, ouais. Déjà, on dit aux États, oui, le mondialisme, c'est parfait. Allez fabriquer ailleurs, d'accord, vous n'avez pas besoin d'usine. Et puis, si vous avez besoin d'argent, on vous le prête, d'accord? Voilà. Donc, déjà,
plus on commercialise entre les mondes, plus on fait fonctionner la machine à imprimer de dollars, parce que plus de gens ont besoin de trucs, parce qu'on leur prête, alors du coup, ils achètent des trucs qu'on fabrique à l'autre bout du monde, vous voyez. Oui, le dollar, le principe de dollar même, d'une monnaie de référence, de réserve, pardon, je dis, ça vous oblige de consommer des tomates qui viennent d'ailleurs, c'est normal. Et vos tomates à vous, vous devez les vendre à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, c'est le principe, voilà. Et si vous n'avez pas, on vous le prête. Et vous le remboursez avec une vraie chose, voilà, normal. Et les dettes des États européens, je veux dire, c'est le plafond, vous voyez. On atteint le plafond, parce que c'est les plus riches. Quand on commence à prêter de l'argent aux plus riches, on peut plus aller plus loin. On arrive, on va dire, à un plafond de la magique croissance, vous voyez. Le magique croissance toujours en avant, qui n'a pas de limite dans un monde qui est quand même, comment on dit, encore une fois, limité, voilà. Alors, les guerres, ça c'est génial, les guerres. Alors, les guerres ukrainiennes, parfait. Vous savez, au début, quand ça a démarré, en 2022, là, on en a, on a vendu tout ce qui était là-bas. On a investi là-bas. Limite, je veux dire, on vous prêtait de l'argent que vous investissez là-dedans. Ça a été, je veux dire, la planche à billets marchait à fond. En plus, elle marchait à fond parce que, attendez, c'est des consommables et tout ce qui est guerre. Et puis la corruption. Et puis du pognon qui était là pour les votes, pour les trucs, pour les hommes politiques, pour les médias, par tout ça. Non, mais attendez, là, quand vous possédez le pognon du monde, je suis désolé, quand vous êtes une boîte privée qui possède le pognon du monde, vous possédez tout. Tout. Voilà. Il faut juste trouver des structures pour rentrer dans le truc. Des banques centrales, voilà. Chaque banque centrale, elle surveille qu'il y a une bonne inflation. Là, donc, on blanchit le pognon. Parce qu'il faut quand même pas que ce pognon perde la valeur. Voilà, normal. Parce que plus vous imprimez, normalement, plus vous créez l'inflation. Donc, du coup, il faut la surveiller, l'inflation. Voilà. Donc, j'ai déjà fait des vidéos en parlant des banques centrales et de leur rôle, justement, pour les faits de garder le valeur à l'argent qui, normalement, en principe, ne doit pas l'avoir. Oui, parce que si vous prenez tout l'argent qu'on a imprimé depuis, on va l'estimer, parce qu'a priori, on ne sait pas combien on a imprimé. C'est le plus grand secret gardé dans le monde. Même les Américains n'ont pas le droit de savoir combien il y a de dollars dans le monde. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, c'est une banque privée qui les possède. Voilà. Et les Américains, ils ont aucune ascendance dessus. La loi américaine protège le dollar, défend le dollar, je parle de l'armée, mais elle n'a pas le droit de faire une addition de dollars. Non. Voilà. Et chaque fois, quand les Américains ont voulu, de mettre une quelconque réserve là-dessus, par exemple, se mettre à imprimer leur propre dollar, Kennedy, ou l'autre, le Troscan, oui, qui voulait donc dire, oui, si on, les FMI, la Fed, si on va, vous savez, la femme de ménage, voilà. On l'a pas tué, encore heureux, ma femme. Vous allez pas me dire que, non, c'est vrai, ça, chaud là pas, mais bon, les coups de femme de ménage, c'était vraiment pour éliminer les mecs, pour qu'ils touchent surtout pas, ni à la Fed, ni à l'IFMI. Voilà. Non, on ne touche pas, on ne change rien, c'est très bien comme ça. Sauf qu'encore une fois, je dis, on arrive au plafond. Donc là, on arrivait au plafond limite. Là. Et quand on a vu que la guerre en Ukraine, ça n'allait pas marcher et qu'on n'allait pas se refaire sous le dos de la Russie, on a vu qu'il fallait changer quelque chose. Voilà. Ça veut dire que déjà, fin 2023, on savait qu'il fallait faire quelque chose d'autre. Voilà. Quelque chose d'autre, je sais pas, la Chine, voilà. Ils vont essayer de se refaire sur la Chine. Voilà. Normal. Je sais pas si ça va marcher. Et dans leur calcul, c'était, il fallait les faire avant le 25. Mais les Américains, ils ont, écoutez, quand vous imprimez beaucoup d'argent, c'est bien parce que vous pouvez tout acheter, mais à un moment donné, ça marche pas. Et quand ça marche pas, vous pouvez toujours faire des pliages, de fabriquer des armes en pliant vos petits dollars, ça marche pas, parce qu'il faut une vraie industrie. Et les Américains n'ont plus d'industrie. Pourquoi? Parce que je dis, si vous voulez que votre dollar soit une monnaie de réserve, il faut que vous soyez en déficit tout le temps, voilà. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui s'y met, voilà. Oui, parce que, encore une fois, je dis, si la Fed, elle explose là-bas, d'accord? Si le dollar n'est plus de monnaie de réserve, on n'a plus besoin de l'euro. Pourquoi? Parce que l'euro, elle sert pour blanchir le dollar. Donc, il faut qu'on invente notre propre machine à blanchir de l'argent. Il faut qu'on arrive à trouver un autre moyen de fabriquer, on va dire, de l'argent à partir de rien. D'où donc l'euro numérique. L'euro numérique, qui va être dissocié de l'euro, C'est pas parce que les deux s'appellent l'euro qu'il faut les confondre. Non, deux choses différentes. Voilà. L'euro numérique, on va les filer aux pauvres cons, là. Je dis pardon. Aux gens, là, à l'intérieur de pays, ceux qui peuvent pas voyager et dépenser de l'argent partout. Comme ça, eux, ils vont donc, on va dire, c'est comme je sais pas moi, des talons, vous voyez. Donc, ils vont survivre, bouffer et faire des trucs avec, voilà. C'est pas du tout pour le surveiller, non, vous inquiétez pas, on nous surveille déjà. Non, c'est juste, de créer un volume monétaire complémentaire qu'on interne à l'intérieur des pays, juste pour des gens qui ne peuvent pas faire grand-chose avec, et l'autre, ça va se libérer, vous voyez, et on va essayer de le propulser comme une monnaie de réserve, voilà, l'euro, voilà.
Ça va pas marcher, non, ça va clapousser. Mais en même temps, je dis, les mecs, il faut bien qu'ils inventent un truc parce qu'ils sentent que leur fin est proche, voilà. Et surtout, vous savez quoi? Je dis, oui, vous avez donc une petite élite qui possède l'argent du monde. Mais sur cette petite, je dis, hein, il y a toute une structure qui s'est greffée depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà. Il y a tous les hommes politiques qui se nourrissent avec les médias, les fonctionnaires, voilà. Tout ça, je dis, les marchés, les Black Hawk et compagnie, tout ça, c'est comme petit cochon, ça, hein. Donc, ils veulent pas que ça disparaisse. Donc, ils vont essayer de trouver ou un plan B, et à mon avis, là, c'est, comment dire, on est un peu coincé par le temps. Hein, ou alors un autre truc, mais... et là, ouais, on arrive à une dernière marche possible, imaginable, à faire, c'est une explosion nucléaire. Oui, si on a une guerre nucléaire en Europe, c'est parfait. Les autres, là, ils se barrent, je sais pas, quelque part en Australie. Je vous rappelle, c'est des mondialistes, donc pour eux, la Terre, veut dire, c'est partout chez eux. Et ça met la page au blanc, voilà. On recommence tout, voilà. À commencer par remprimer de l'argent parce qu'il faut rentrer tout ça dans l'industrie. Mais là, quand on arrive, je dis, à un stade où la seule façon, on va dire, de survie du système, c'est d'exploser, je veux dire, totalement le monde, c'est qu'on est arrivé quand même au bout, vous comprenez? Donc là, je dis, on n'a pas le choix. Là, il faut l'exploser, cette boule. Voilà, il faut. Il vaut mieux l'exploser soi-même, comme ça, il faut faire, ou alors c'est elle qui explose. Voilà. Trump, il essaye de faire la petite, voilà, en explosant, on va dire, un peu, pas explosant, on va dire, en basculant sacrément tout le commerce mondial. Si le commerce mondial, je dis, il est très flottant, vous voyez, ça nuit énormément au dollar. Voilà. Il y a l'euro, ça va de soi, ça va avec. Mais s'il n'arrive pas, ça va faire un gros boom, de toute façon. Et quand ça va faire un gros boom, ce qui va pas tarder, dans un sens ou dans l'autre, l'euro, il s'est remis à sa vraie valeur, qui est, à mon avis, divisé par 10. Voilà. Donc, vous voyez, on va connaître une énorme catastrophe. Un point positif, quand même, dans tout ça, ce qu'a priori, je veux dire, s'il n'y a plus le Fed, ni les banques centrales, parce que les deux vont ensemble, on a déjà la moitié de dette qui est supprimée. Ici, en plus, on explose totalement les marchés, et les investisseurs et tous les autres. Je veux dire, on a la deuxième. Voilà. Le BlackRock et compagnie, aujourd'hui, qui veulent aller absolument détruire les ponts de Crimée, du pauvre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les mecs, là, vous savez, qui sont accrochés dessus, ils veulent sauver les systèmes, au moins prolonger, ne serait-ce qu'un tout petit peu leur vie. Donc, tout va y passer. Ici, on n'arrive pas à les sauver au niveau mondial, ils vont essayer de les sauver au niveau, on va dire, régional, voyez. Oui, oui, on va se continuer des gros dictateurs, je dis sanguinaires, un petit peu partout, qui sont démocratiquement élus, ça va de ça, je vous rassure. Mais, oui, et oui, l'Europe va exploser dans plusieurs parties comme ça. Et oui, à l'intérieur de l'Europe, on va tous essayer de voler des trucs l'un chez les autres pour essayer, comment dire, d'être les leaders cheap comme d'habitude, comme ça a été toujours comme ça en Europe. Et oui, on va être très mal, mais voilà. Ça va être comme ça, peu importe que Trump soit là ou pas. Parce qu'encore une fois, c'est systémique. Voilà. Je l'avais dit il y a un an et je continue à le dire aujourd'hui. Oui, ça va être très rapide et on peut rien y faire. Voilà. On peut rien y faire, mais bon, un point positif dans tout ça, c'est que la fin d'un système, ça, comment dire, ça permet toujours une naissance de quelque chose de nouveau. Et quand ce quelque chose de nouveau renaît, ben, pendant quelque temps, vous voyez, c'est plutôt bien. Oui, on a une période, on va dire, on va toucher le fond, ça va être difficile, mais bon, on va rebondir, je suis confiante. Voilà. Heureusement, encore. Parce qu'avec tout ce que je viens de vous annoncer là, je vous dis, on est mal, on est mal, on est mal. Voilà, mais bon. Allez, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces, même si ce que je viens de vous dire ne vous plaît pas du tout. C'est comme ça. Voilà. Laissez-moi des commentaires, des abonnements et je veux dire, tant que l'argent existe encore, j'ai toujours ma page Tipeee. Et moi, je vous dis à la prochaine.